Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un homme de confiance du président de la République de Djibouti. Il est l'un de ses chargés de mission. Avec lui ce soir, nous évoquons les conséquences des tensions entre Addis Abeba et la région autonome du Tigré. Alexis Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer les conséquences de cette tension interne en Éthiopie, j'aimerais qu'on ouvre juste une parenthèse. Comment se porte aujourd'hui la lutte contre la Covid-19 dans votre pays, Djibouti ? Écoutez, concernant la gestion de la Covid chez nous, c'est que en fait la chose a été prise très au sérieux au tout début de la pandémie, de l'annonce en fait de l'OMS. Le chef de l'État ainsi que le gouvernement ont pris la décision, bien évidemment, afin de protéger nos concitoyens et les invités que nous avons sur le territoire national. C'était de fermer évidemment l'ensemble de nos frontières et puis permettre à l'ensemble de nos concitoyens et gratuitement, par exemple, de se tester de manière à pouvoir en tout cas avoir une vision, comment dirais-je, de gens qui sont contaminés ou du moins de personnes contaminées ou pas qui se trouveraient à l'intérieur du territoire. Et puis c'est également la mise en place, bien évidemment, des unités d'urgence, des unités d'hospitalisation, des unités également des soins intensifs. Voilà, donc je pense que la chose a été prise au sérieux dès le départ. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle le secrétaire général même des Nations Unies avait envoyé un courrier de félicitations au chef de l'État concernant sa bonne gestion dans les cadres de cette crise sanitaire que malheureusement que le monde connaît actuellement. On dit que la Chine vous a beaucoup aidé dans cette lutte contre la pandémie. Mais écoutez, l'ensemble en tout cas de partenaires que nous avons, le pays ami, ont fait en sorte à assister justement le gouvernement djiboutien dans les cadres de la mise en place de certaines mesures. Mais il faut également savoir que l'ensemble en tout cas de la gestion a été géré par les autorités djiboutiennes. Bien évidemment, nous avons eu ici ou là, que ce soit de la part justement de nos amis français, chinois, américains et autres que j'oublie comme ça, qui se sent bien évidemment, comment dirais-je, se montrer disponible dans les cadres de aides qui nous permettaient de gérer davantage en tout cas cette crise. Les rares opposants qui restent encore dans votre pays, à qui je parle encore dans votre pays, m'ont dit que si le président s'est finalement beaucoup plus tourné vers la Chine, c'est parce qu'il est en train de s'offrir un parapluie dans la perspective de se maintenir au pouvoir. Écoutez, après, vous savez, la spéculation, en tout cas, que veut bien faire l'opposition, et je ne sais même pas de quelle opposition vous parlez. Vous les avez toutes décapitées, c'est ça? Ce n'est pas une première, ce n'est pas une première, ce n'est pas une dernière. En tout cas, libre à elle de propager ces genres de propos. Mais toujours est-il que vous le savez, comme vous le savez, un parti politique, quel qu'il soit, de l'opposition, de la majorité, doit avoir d'abord cette tendance à n'occulter aucune réalité et puis à proposer également de projets politiques. Il n'y a pas de rares opposants à Djibouti. Ceux qui sont partis de Djibouti n'ont pas été contraints à l'exil. Ce sont des gens qui, par leur volonté, sont partis avec leur passeport également étranger, qu'ils soient belges ou autres. Et ceux qui ont voulu rester sont là. D'autres sont partis, sont revenus, etc. et peuvent circuler librement. Donc, il n'y a pas de rares opposants. Il y a ceux qui ont fait le choix de rester, de partir en vacances, voir leurs amis, enfin leur famille qu'ils ont mis en tout cas à l'étranger, et puis d'autres qui ont pris tout simplement le voyage à sens unique et sans aucune contrainte en tout cas d'exil. On ne les a pas incités à partir, on ne les a pas terrorisés non plus, ils sont partis un jour de la terre natale, la terre qui les a vus naître, comme ça, un matin. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, je pense que vous ne serez même pas en mesure de m'offrir aujourd'hui, ou bien en tout cas de démontrer la preuve comme quoi des gens ont été contraints, des citoyens du moins, puisqu'ils sont avant tout des citoyens ont été contraints en tout cas à l'exil. Je pense que c'est une idée reçue, c'est une fausse idée en tout cas, et je pense que de toute façon, toute personne voulant revenir à Djibouti reviendrait. Vous avez des opposants qui sont actuellement à Djibouti, qui sont partis, comme je vous l'ai
l'ai dit, en Europe, voir leur famille, qui sont revenus et qui ont cette liberté, en tout cas, de circuler. Après, d'autres ont préféré rester, donc c'est leur choix. Il n'y a pas du tout, en tout cas, il n'y a aucune contrainte d'exil, jusqu'à preuve du contraire. Alexis Mohamed, à l'heure où vous et moi, nous nous parlons directement sur ce plateau-là, nous nous parlons par écran interposé, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'en avril prochain, en avril 2021, le président Ismaël Omar Guelleh sera candidat à sa propre succession après 21 ans au pouvoir? Écoutez, la question n'est même pas une question de mandat. Je vous ai même cité dans notre émission précédente qu'il y a également, en tout cas, de pays, comme vous dites, en tout cas démocrates, dont les candidats sont là depuis maintenant un peu plus de 14 ans, voire 16 ans. Pour ce qui concerne la candidature du chef de l'État ou pas, en tout cas pour l'échéance de 2021, à lui de la confirmer ou ne pas la confirmer. En tout cas, comme vous le savez, la Constitution telle qu'elle est faite au jour d'aujourd'hui, elle lui permet, en tout cas l'autorise à se représenter puisqu'elle ne tient plus compte de nombre de mandats, mais plutôt de la limite d'âge, premièrement. Et deuxièmement... Il aura 73 ans, c'est ça ? Sachez, oui, c'est cela. Sachez, monsieur, monsieur Ahmed Parizeau, que, en tout cas, à l'heure actuelle, et vu également la situation de la pandémie, de cette crise qui impacte non seulement les économies, mais également notre développement social, je pense que la priorité, en tout cas, du chef de l'État est celle de apporter en tout cas les solutions qui s'imposent dans les cadres de la gestion à la fois de la pandémie et à la fois également du chômage, à la fois également de la question sanitaire, etc. Je pense qu'il y a ces priorités-là aujourd'hui pour ne pas dire que le chef de l'État pense justement ou qu'il ait une obsession quelconque, en tout cas pour ce qui concerne cette échéance qui a priori perturbe tout le monde. En tout cas, sachez que la Constitution lui permet. Donc, laissons le temps au chef de l'État, c'est à lui de prendre position, c'est à lui de confirmer ou d'infirmer en tout cas sa candidature pour 2021, mais à l'heure actuelle, je ne peux absolument rien dire là-dessus, puisque c'est à lui, en tout cas, de prendre la responsabilité d'annoncer ou de ne pas l'annoncer, mais en tout cas, la priorité aujourd'hui est tout autre. Et du coup, il va se positionner comme l'homme providentiel. S'il rajoute encore le conflit en Éthiopie voisin, il doit se dire « je suis le seul à tenir encore ce pays, sinon toute la région va s'embraser ». Écoutez, en tout cas à l'heure actuelle, le leadership du chef de l'État, quel que soit en tout cas sur l'aspect de la politique intérieure comme sur l'aspect en tout cas de la politique régionale, son leadership n'est en aucun cas en tout cas contesté. Comme vous le savez, au niveau national, le chef de l'État, bien évidemment, beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il doit, beaucoup estiment l'urgence qu'il doit considérer cette échéance, de 2021. Il y a eu même quelques mobilisations de la société civile. Les Djiboutiens sont conscients aujourd'hui qu'il existe en tout cas un leadership politique du chef de l'État. Sur la question régionale, comme vous le savez, le chef de l'État n'a pas attendu en tout cas à ce qu'il y ait ces conflits internes, en tout cas à l'Éthiopie, malheureusement. La République de Djibouti a pris position en parlant du chef de l'État pour ce qui concerne la préservation de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Ça, c'est une chose. Et pour ce qui concerne encore les autres pays, le chef de l'État a toujours été considéré par ses pairs comme un leader régional, une des raisons pour laquelle il est consulté très souvent sur les conflits en tout cas de la région. Il faut savoir également que le chef de l'État s'était largement investi, il a été même à l'œuvre en tout cas de la conférence en tout cas de la paix et de la réconciliation pour la Somalie qui s'était ouverte au mois de mai 2000. Donc c'est juste pour vous dire, il y a également l'engagement de nos armées sur les différents conflits. C'est juste pour vous dire que le chef de l'État n'a attendu aucun conflit, notamment par rapport à celui qui se passe, pour démontrer en tout cas sa capacité aujourd'hui à rassembler tout le monde autour de la paix, autour de la réconciliation, etc. Oui. Ce que vous êtes en train de dire, et peut-être que tous nos téléspectateurs ne sont pas au courant, c'est que dans le conflit qui oppose le pouvoir central en Éthiopie à la région
région autonome du Tigré, Djibouti et le chef de l'État en particulier, vous avez pris position pour le Premier ministre Abiy Ahmed. J'ai même vu et entendu votre président dire c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas d'autre choix que d'opter pour l'option, on va dire, militaire finalement. Très bien. Peut-être qu'il saute sur l'occasion, là non aussi, pour se dire, tiens, si ça se passe comme ça, je suis le seul garant de la sécurité à l'intérieur de mon pays. En tout cas, le chef de l'État a toujours joué et continuera d'ailleurs à jouer un rôle prépondérant dans la stabilité de la région. Je pense que là-dessus, il n'est en aucun cas de sa part, en tout cas, à la recherche d'une reconnaissance quelconque, puisque je vous l'ai dit, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le chef de l'État a eu comme priorité, au-delà de la gestion et de politique, en tout cas, de la République de Djibouti, il a toujours eu également pour souci qui est celui de la préservation de la stabilité régionale. Bien évidemment, comme vous le savez, aujourd'hui, quand un pays est impacté, au niveau de la région en tout cas, et nos voisins, quand un pays est impacté par des conflits internes, forcément impacte tout le reste. Le communiqué du chef de l'État, par l'intermédiaire en tout cas de notre ministère des Affaires étrangères, a été très explicite. Je pense, comme vous le savez, puisque vous m'avez dit, vous venez de dire que vous l'avez entendu, mais en tout cas, ça a été également écrit. Aucun pays souverain, on ne peut contester à aucun pays souverain, en tout cas son intégralité. Je pense que c'est une question simplement de bon sens, c'est une question également morale, c'est une question également en tout cas de stabilité. Je pense que de ces faits-là, le chef de l'État a parfaitement eu raison de dire qu'aujourd'hui, du moins démontrer sa position qui comment dirais-je, qui fait qu'il y tient énormément à l'intégrité, en tout cas, de chaque pays, que ce soit Djibouti, que ce soit l'Éthiopie ou que ce soit un autre pays. Alexis Mohamed, on arrive presque au terme de cet entretien. Quel est l'impact de ce conflit interne en Éthiopie sur Djibouti, très rapidement? Bah écoutez, de toute façon, comme vous le savez, l'impact peut être également social, pas forcément, enfin économique et surtout également social, puisque il y a comment dirais-je, dans cette région, un ensemble, en tout cas, de communautés qui vivent ensemble, un ensemble des communautés, enfin les communautés sont représentées également au niveau de toutes les régions, donc effectivement, il risque d'y avoir un embrasement si, en tout cas, la situation n'est pas apaisée, etc. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, même le ministre des Affaires étrangères américain a appelé justement à l'apaisement et au calme. Je pense que parce qu'ils sont également conscients de l'embrasement qu'il risque d'y avoir au niveau régional. Voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, bien évidemment, l'impact peut être également économique, puisque, comme vous le savez, il y a le corridor entre Djibouti et l'Éthiopie, ce qui, en tout cas, garantit au peuple voisin le fait d'avoir l'ensemble, en tout cas, de leurs marchandises à partir de nos zones portuaires. Et je pense que, effectivement, économiquement, ça peut nous impacter, comme ça peut les impacter également. Ce sera ma dernière question. Vous avez esquivé la question tout à l'heure. Je vous la repose autrement. À l'heure aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher le président Ismaël Omar Guelleh d'être candidat et de se maintenir au pouvoir? En une phrase. Écoutez, le jeu politique est un jeu extrêmement libre. Voilà, je pense que la candidature, en tout cas présidentielle, est ouverte à tout le monde, comme il est vraiment précisé dans notre Constitution. Après, je pense que certains qui se disent de l'opposition, puisque en fait vous voulez que j'aille dans votre sens, en tout cas ceux qui se disent de l'opposition, la porte leur est ouverte aujourd'hui pour être candidat, tout simplement. Je pense que le chef de l'État, en tout cas, prendra sa position au moment voulu, en temps opportun également, mais dans l'immédiat, pour ce qui les concerne, lui, il y a des autres urgences, mais en tout cas, la Constitution est ouverte à tout le monde. Alexis Mohamed, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président de la République de Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Télésud. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud.